6 mois plus tard, Tamara Teresco, bonsoir. Bonsoir, Patrice. 24 février, tout ça a commencé. On va voir une carte. La première question qu'on se pose, c'est où en sont les choses sur le terrain? Oui, parce qu'on se dit, après 6 mois de guerre, il y a des avancées, ça doit en valoir la peine. Mais si on regarde la carte, la Russie, les troupes russes occupent en ce moment à peu près 20 à 22-23 % du territoire ukrainien. Mais ça comprend, regardez, au sud en rouge, la Crimée, qui était déjà sous contrôle russe, et des parties importantes du Donbass, Lugansk et Donetsk, qui étaient déjà sous occupation russe par la voie des militants pro-russes. Donc, dans les faits, là, depuis le 24 février, depuis ce célèbre discours de Vladimir Poutine et les premières frappes, la Russie a réussi à avancer sur 13 % seulement du territoire ukrainien. Si on le compare à l'objectif qui s'était donné dans ce discours, des gains relatifs, on va dire. Presque rien, mais très dramatique, on s'entend comme conséquence. Si les Russes n'avancent pas davantage, c'est que l'OTAN est derrière l'Ukraine, Washington est derrière l'Ukraine. Oui. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet appui de l'Ouest va durer? Mais l'appui, oui, je pense qu'il est acquis. Puis je pense qu'il ne faut pas non plus négliger la rapidité avec laquelle les membres de l'OTAN se sont rangés, ont passé le chapeau et ont fourni de l'aide à l'Ukraine. Ça, c'est assez remarquable dans les guerres modernes, là, si on veut, comme réaction. La solidarité va rester. Mais est-ce qu'on a les moyens de fournir les armes à la hauteur des ambitions de Zelensky? Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, M. Zelensky a participé sur une conférence sur la Crimée. Vous savez ce qu'il a dit? Nous, on ne s'assoira pas à la table des pourparlers à moins qu'il y ait un retrait des troupes de nos territoires. Ça inclut la Crimée. Et on n'acceptera rien en termes de paix que la Crimée. Et on est prêt à aller la rechercher à n'importe quel coût, avec n'importe quel moyen. Donc, oui, l'aide internationale de l'Occident aide la Russie, aide l'Ukraine à se défendre, à limiter les dégâts, mais c'est certainement pas assez pour reprendre, pour gagner la guerre telle que Zelensky promet aux Ukrainiens de le faire. Il n'est pas dans une logique, vous venez de le dire, de concession, Zelensky, mais... La Russie non plus, on s'entend. La Russie non plus, effectivement. Mais si Washington mettait toute la gomme et lui disait, bon, bien là, il va falloir que tu laisses une partie de la Crimée, une partie du Donbass, il n'aurait pas beaucoup de choix. Est-ce que c'est ça la voie de sortie? Il y a deux possibilités. En fait, il y en a plein, parce que Poutine peut demain dire mobilisation générale. Envoyer des millions d'hommes au combat, ça va changer la donne sur le terrain. Là. On s'entend, là. Il n'y aura plus la stagnation à laquelle on assiste. Mais en termes de solutions pour la paix, il n'y a pas 1000 solutions. Soit on va voir au cours des prochains mois des attaques plus féroces, donc ce qu'on appelle une intensité dans les combats, ou on va s'asseoir à la table puis on va discuter sérieusement, de façon diplomatique, d'une solution à long terme pour la paix. C'est ça qui va arriver. Et si on pousse Zelensky à accepter des compromis, c'est parce qu'on juge qu'on n'aura pas les moyens d'abord de l'aider à atteindre ses objectifs et on ne pourra plus justifier à nos propres populations, pas le Canada. Ça. Le Canada n'offre pas autant que les États-Unis et l'Europe, là on s'entend, mais on ne pourra plus justifier de financer cette guerre ad vitam aeternam. Mais tout est dans l'air en ce moment. C'est comme il y a une immobilité actuellement. On sent le temps qui est suspendu. Oui. Puis jusqu'où ira Washington dans l'appui, c'est-à-dire dans le temps. Oui. Et dira, est-ce que Biden ne dira pas un jour, bien là, tu devras reculer territorialement parlant? Ça ne sera pas aussi de façon évidente, mais c'est une possibilité. Vous connaissez bien la Russie, évidemment, Tamara. Est-ce que Poutine, son pouvoir est érodé ou pas? Bien, je pense qu'on peut se poser la question. À la surface, non. Au sein de la population, non, parce qu'elle est censurée. Moi, j'étais en Russie au mois de juin pour aller fermer le bureau. Et puis, les gens ne parlent pas de la guerre. Il y a une peur. Mais avec l'assassinat, le week-end dernier, de cette commentatrice très pro-guerre, impérialiste, très pro-Poutine, dans un attentat à la voiture piégée, on peut se poser une question, parce que c'est une des thèses explorées. Est-ce qu'il n'y a pas des groupes souterrains, pas connus, parce qu'ils ont d'ailleurs revendiqué l'attentat, qui travaillent de façon très radicale pour déstabiliser le pouvoir. Ça, c'est une hypothèse qu'on ne pourra jamais écarter, qui pourrait causer de sérieux problèmes à Vladimir Poutine, mais pour l'instant, on n'a pas de preuves tangibles pour déterminer s'il y a du pouvoir. Vous allez vous rendre en Ukraine d'ici quelques jours. On va évidemment suivre tout ça. Tamara, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.